Nenni, c'est une personne que j'ai appris à découvrir. C'est une personne qui a révolutionné le monde du cinéma dans les années 50 et 60 et qui a fait aussi ses armes tout doucement au cours des années, et à un moment donné il s'est retrouvé donc lui-même aux commandes du pupitre de mixage, et on a commencé à lui confier beaucoup de films, et non des moindres. Et c'est une personne qui avait toujours le besoin d'innover. C'est-à-dire que, en résumé, c'est une personne qui réagissait et allait très vite, parce que c'était un être extrêmement intelligent, très vif, et qui interprétait très rapidement les demandes qu'on lui faisait. Et il essayait toujours de faire en sorte de rendre les choses les plus sophistiquées, de les simplifier au maximum pour que les réalisateurs aient un grand confort de travail. À l'époque, c'était probablement quelqu'un qu'on peut considérer comme les frères Lumière pour le son, ou comme Méliès pour le cinéma. C'est quelqu'un qui a donné toutes les possibilités, qui aujourd'hui paraît très ridicule, à ce que le montage son ou le mixage puisse réellement être malléable. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, mais les gens répétaient en permanence les séquences, voire les bobines. C'est même pas les séquences, c'est les bobines. Ils répétaient les bobines entières toute la journée. Alors évidemment, la densité et la masse de son étaient moindres que maintenant, mais néanmoins, c'était tout aussi fastidieux d'arriver à emmagasiner toute la, on va dire, toutes les choses à faire au cours d'une bobine de 10 minutes. Donc le principe était, on répétait pendant toute la journée, et on lançait à la fin de la journée l'enregistrement de la bobine en question. On répétait, et puis on lançait, on enregistrait, mais on était obligé de reprendre dans l'enregistrement pour réenregistrer, parce que les têtes avaient un décalage, et que ça faisait des fois, malheureusement, effacer des trucs qu'on aimait bien. Première chose qu'il a mis en place, c'est de se dire, ok, on est sur du magnétique, j'enregistre sur ce magnétique, mais si à un moment donné je me trompe, c'est pas grave, je repère l'endroit où je me suis trompé et je vais pouvoir remettre l'enregistrement à un instant précis, à un instant T. Ça permettait d'enregistrer et d'arrêter l'enregistrement sans aller jusqu'au bout de la bobine, ce qui n'était pas possible avant. Donc ça, je vous dis pas, à l'heure actuelle, ça nous paraît tout à fait normal, mais pour l'époque, c'était une révolution incroyable. Le simple fait de poser les deux têtes au même endroit, c'est-à-dire qu'on recommençait à l'endroit où on avait laissé l'enregistrement, c'était déjà formidable, parce que je ne sais pas si ça peut être assez drôle pour des gens qui ne connaissent pas. Quand il y a des potentiomètres avec une dizaine de sons, bandes son, 6 ou 8 ou 12, on était quand même très limité, mais qui ont bougé, parce qu'au fur et à mesure qu'on mixe, on nivelle les sons. Alors quand on reprend dans un enregistrement déjà effectué, il fallait retrouver les niveaux de chaque bande son. Et là, on n'avait plus à le faire. Donc déjà, c'était un énorme soulagement. Seconde invention, une piste, d'être sur qu'une piste, c'était un petit peu problématique parce que ça obligeait à mélanger tous les sons ensemble. C'est-à-dire que des fois, ça ne laissait pas beaucoup de souplesse, là aussi, à la création. Donc, il a mis en place ce qu'on va appeler le début du multipiste. Je pense que Jean, à partir du moment où il a mis les deux têtes qui étaient d'enregistrement et d'écoute, il les a mis au même niveau. Il a compris qu'il pouvait tout de suite aussi mettre plusieurs têtes, des tripistes, donc le tripiste est né de là. Qui permettait de séparer les dialogues, la musique, les effets. Donc
tout ce qui concernait les dialogues allait sur la piste des dialogues, la même chose pour les musiques, la même chose pour les effets. Ça a commencé à mettre un petit peu plus de souplesse dans le travail et ça permettait de pouvoir reprendre indépendamment sur chaque piste s'il y avait eu une erreur. Ça a été une deuxième révolution, c'est-à-dire cela a donné le fondement de tout le travail qu'on fait aujourd'hui, de mieux en mieux d'ailleurs, mais en montage son, qui était absolument impossible à faire. Parce qu'il avait besoin de se concentrer sur l'écoute du son en lui-même et la visualisation de l'image. Donc il a inventé ce système qui permettait de prévisualiser ce que les gens lui disaient. Donc on savait que sur telle bande, il y avait tel son qui allait venir, parce qu'il y avait des petites lumières qui s'allumaient. Et puis il avait aussi, lui, fait une image qui apparaissait à côté des chenilles, au départ des chenilles, qui 21 images à l'avance, ou 16 images à l'avance, je ne me souviens plus, annonçait l'arrivée de changements de plan. C'était un petit projecteur qui était superposé sur le projecteur principal et qui permettait de voir les changements de plan un pied, c'est-à-dire 16 images avant le véritable changement de plan du film. Il a fait aussi, si je ne m'abuse, un accélérateur de vitesse qui lui permettait de revenir en marche arrière d'une manière ou aller en marche avant d'une manière beaucoup plus rapide que les fameuses 24 images secondes. Je crois qu'il avait doublé la vitesse, c'est-à-dire qu'il pouvait se déplacer à 48 images secondes. Il avait fait un système que moi j'ai trouvé toujours assez génial. Donc il pouvait inverser le sens de la marche de son auditorium avec les pieds. Il avait installé un bouton qu'il télécommandait au pied. Il avait fait le même système aussi pour pouvoir mettre l'enregistrement au pied. Il mettait le bouton d'enregistrement avec une pédale qui était sous sa jambe gauche, je crois. Je lui ai posé cette question de gamin à l'époque en lui disant « Oui, mais au pied, on n'est pas aussi précis qu'à la main ». Et il m'a répondu cette phrase que j'ai jamais oubliée. Il m'a dit « Mais quand tu es en voiture et qu'un enfant traverse la route et te surprend, qu'est-ce que tu fais ? Immédiatement, tu as un réflexe, tu freines. Donc tu es extrêmement précis avec tes jambes. Et bien avec l'enregistrement, c'est pareil. » D'abord, c'était un véritable artiste. C'est quelqu'un de perfectionniste. Et donc c'est sûrement la base de notre entente, parce qu'effectivement on avait un décalage horaire au point de vue âge. Et puis on n'était pas très fort en discussion autre que le métier. Et donc à partir de là, tout était possible. Donc on a commencé par vraiment faire un énorme travail de nettoyage. Alors, le nettoyage, actuellement on compresse, on enlève les bruits parasites, on a des tas de filtres qui peuvent le faire, mais à l'époque, ça se faisait aussi beaucoup avec les doigts. Jean, c'était un grand organiste, comme les grands organistes, c'est-à-dire qu'il savait, il avait du feeling, du doigté dans ses doigts, et c'est de le voir manipuler et de le voir jouer avec les boutons et les faders de son pupitre, c'était aussi beau que de voir ce qui faisait des sons. Mais c'était aussi le jeu de doigts, c'était les 10 doigts qui montaient, qui descendaient les potentiomètres et qui nettoyaient, qui tournaient autour. C'est-à-dire que si on fait uniquement un boulot d'ingénieur, ça donne des sons coupés à la gorge. Alors que là, il y avait toute la couleur, toute la mélodie des sons dans ce qu'il faisait. Donc il fallait aussi être énormément poète dans les gestes, dans la précision. Il avait l'écoute, il avait l'intelligence du son aussi, pour en faire une œuvre, pour participer à une œuvre. Donc tout cela, ça donnait un homme absolument complexe, mais qui fabriquait aussi les instruments avec lesquels il faisait son travail. Quand je l'ai rencontré, j'avais 19 ans, je ne connaissais rien à ce métier. Et donc j'ai passé une bonne dizaine d'années à ses côtés. Et le principal travail que j'ai eu à faire, c'est de l'observer, de l'écouter, de l'observer
et d'essayer de comprendre ce qu'il faisait sur les films. L'antichambre, avant de devenir mixeur, c'était la record. La record, c'était un endroit où on était responsable de l'enregistrement, c'est-à-dire qu'on devait écouter en permanence l'après-bande, ce qui était enregistré, parce que le mixeur n'écoutait pas l'enregistrement. Lui, il écoutait les sources de son qui lui arrivaient au pupitre, il écoutait la balance et le mélange qu'il faisait, mais l'après-bande, c'était le rôle du recorder de faire ce travail. Ce travail, je l'ai fait donc pour la première fois sur le film de Jacques, et sur donc ce film qui s'appelait Polar, où donc Jean Nény m'avait confié cette responsabilité. Et je peux vous dire que je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'étais tendu à la fois par la complexité et l'importance de ce travail. Les prémix dialogues, ça a duré, ma mémoire est assez bonne, donc ça a duré 10 semaines. Et donc c'était, pour ceux qui ont connu, c'est l'Audi, le très grand Audi de Boulogne, c'était magnifique comme Audi. Lui, il était derrière avec une espèce de lisière comme les postiers derrière une chaise, et moi à côté. Et Vincent Andrani qui était à la cabine. Jean est tombé malade, il était souffrant, donc moi j'ai attendu qu'il revienne de l'hôpital. Il est revenu de l'hôpital, il a fini le film, et il est mort après. Donc voilà un vrai pro. Je dis ça mais en étant ému, mais je suis sûr que c'est vrai. D'ailleurs je traînais autant que possible je ne voulais pas que ça s'arrête. Je dois dire que la gentillesse de Jacques à l'époque a fait que, d'abord, Nény était très indulgent avec mes erreurs. Jacques, lui aussi, m'a transmis au long de mon parcours et m'a dit des choses qui sont restées toujours très fortes. Je souhaite à tous les jeunes de découvrir dans leur parcours professionnels et de la vie de tous les jours, des êtres comme Jacques, comme Jean Nény, des êtres rares, des êtres d'exception, et des êtres qui sont avec cette humilité et cette gentillesse et cette profondeur d'âme qui vous fait exister.